Eh bien, me revoilà. À part que je viens de considérer de manière peut-être plus logique l'organisation de mon cours et je me suis rendu compte que c'était peut-être pas très raisonnable de vous demander de visionner 2 vidéos coup sur coup pour les 2 heures de travail du mardi. Donc en fait, on va considérer que la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est la vidéo du jeudi 7 mai, du jeudi 7 mai, d'accord? Donc, le mardi 5 mai, vous avez fait la première séance consacrée donc à la poésie engagée, dénoncer donc la guerre avec la poésie ou la poésie contre la guerre si je reprends le titre de la séquence. Et donc je vous ai présenté le texte d'Arthur Rimbaud. Je souhaiterais revenir sur ce texte-là, d'accord, en faisant une séance 1 bis. Pourquoi pas séance 2? Tout simplement parce que j'intercale en fait une nouvelle séance que je n'avais pas prévue. Comme je me suis rendu compte que j'étais relativement long sur le texte d'Arthur Rimbaud, eh bien je scinde cette séance en 2 séances distinctes. Donc on aura finalement la séance 1 que vous avez faite, la lecture analytique, donc la lecture littéraire du texte d'Arthur Rimbaud, et séance 1 bis, donc une comparaison entre le texte Le Dormeur du Val de Rimbaud et la chanson, donc Le Dormeur du Val vivant, dont je vous parlerai tout à l'heure. La séance 2 sera consacrée aux outils de la langue et plus exactement au vocabulaire de la poésie. Ça va? Alors on poursuit. Vous avez sous les yeux un montage d'images qui est censé résumer ce dont nous avons parlé la dernière fois à propos du Dormeur du Val. J'avais bien évidemment abordé la biographie d'Arthur Rimbaud en vous parlant de ces 2 personnages, d'accord? L'un représenté ici, le deuxième est représenté là. Donc on a en fait Arthur Rimbaud qui est à droite et Paul Verlaine qui est à gauche, d'accord? Les 2 poètes maudits en quelque sorte dans la mesure où ils se définissaient comme tels, 2 poètes marginaux. Arthur Rimbaud, donc je vous rappelle que je vous avais donné un travail biographique à faire sur le poète que j'ai corrigé. À la suite de cela, je vous ai lu Le Dormeur du Val, qui est l'un des textes poétiques les plus connus d'Arthur Rimbaud. D'accord? Pourquoi ce montage? Alors pour plusieurs raisons. Ici par exemple, vous reconnaissez La Femme à l'ombrelle, d'accord, qui est un tableau de Claude Monet. C'est un tableau impressionniste et nous avons eu l'occasion de parler effectivement des petites touches de couleur qu'il y a dans le texte Le Dormeur du Val, comme si en quelque sorte Arthur Rimbaud se comportait comme un peintre impressionniste. Effectivement, il y a une très grande discrétion aussi dans l'évocation de la mort, puisqu'on ne découvre, comme vous le savez, la mort du soldat qu'à la fin du texte poétique. Alors, je poursuis mon petit parcours d'images. Donc, Fantin-Latour, Un coin de table, les différents poètes, hommes politiques, philosophes du 19e siècle, Arthur Rimbaud, ici, Paul Verlaine, que l'on va représenter, l'impressionnisme. Et donc ici, évidemment, on fait un bond dans le temps, donc parce que le Gréco, c'est bien avant l'impressionnisme. Ce n'est pas la France mais l'Espagne. Je vous ai parlé de Le Gréco pour commenter un geste dont il est question dans le texte poétique Le Dormeur du Val. Le soldat, nous dit Arthur Rimbaud, a la main placée sur la poitrine. Et ce geste-là, nous l'avons vu, en fait, pouvait avoir une signification spirituelle. C'est la raison pour laquelle, non seulement je vous ai montré un individu ici qui fait ce geste, mais de surcroît, j'ai cité les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace recommande effectivement, pour exprimer la douleur du péché, de mettre la main sur le cœur. Il me reste une image maintenant à commenter, que j'ai laissée de côté, d'accord? Je vous parle en fait ici, voilà, d'une personnalité qui a été très importante pour Arthur Rimbaud. Il s'agit de Georges Isambard, le professeur de rhétorique du jeune Rimbaud. Rimbaud, souvenez-vous, donc est un élève brillant qui est capable de s'exprimer en latin sans aucune difficulté, et donc il manie la langue de manière extrêmement sagace, extrêmement fluide. Alors, si vous vous souvenez bien, on en était donc mardi dernier, nous avions fait la conclusion du texte poétique. Évidemment, c'est une conclusion que l'on pourrait considérer comme partielle dans la mesure où je n'ai pas pu aborder le texte de manière exhaustive. Voici donc la conclusion que je vais vous relire.
La fin du poème est une véritable chute dans la mesure où l'on ne s'attend pas à l'évocation d'une blessure, les deux trous rouges. Rimbaud dénonce la guerre en présentant l'homicide comme un scandale dans l'harmonie du monde. Et oui, souvenez-vous, cette nature est extraordinaire, cette nature est présentée de manière très harmonieuse et en fait, au milieu de cette nature, on a cette mort qui n'est pas reconnue même par le poète puisque le poète nous dit que le soldat dort, il ne nous dit pas qu'il est mort. Alors, comme mon objectif aujourd'hui, c'est de comparer le texte d'Arthur Rimbaud que je vais vous relire et la chanson Le dormeur du Val vivant, pardon, excusez-moi. Donc, je vais vous lire en fait les deux textes, d'accord? Je vais reprendre le texte de Rimbaud et ensuite je vous parlerai de la chanson, d'accord? Je ferai apparaître le texte lui-même. En avant pour le texte d'Arthur Rimbaud que vous connaissez déjà. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme, nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Alors je vais maintenant aborder le texte donc de Sanseverino qui a écrit Le dormeur du Val vivant. C'est en fait un parolier chanteur d'aujourd'hui. Je ne pourrai pas vous faire écouter la chanson pour des raisons donc de droit. Vous savez qu'on ne peut pas manipuler les documents sonores ou iconographiques comme on le souhaite. Conséquemment, je vais simplement vous montrer le texte. C'est ce texte-là que je vais analyser avec vous. Le dormeur du Val vivant. Tout est calme dans les barbelés. Devinez la plaine endormie du fond de la tranchée. Plus de pluie, plus le moindre bruit, presque rien, seul comme un chien. Le soleil le réchauffe et ça lui fait du bien, mais guère plus de bien qu'une chanson stupide, comme il en entendait, comme il en sifflotait. Ça lui fait mal au bide. Maintenant les chansons, c'est bien loin tout ça. On dirait qu'il n'entendra plus jamais, mais il devrait bouger un peu. Depuis 2 jours, il est coincé là, comme ça, avec un éclat d'obus, là, dans le tibia, allongé comme un dormeur du Val, vivant tant bien que mal. Sur son barda, il se met à rêver d'amour. Dans sa musette, quelques quignons. On est bien loin de chez Fauchon. Il mange des os à moelle, des rutabagas, de la nourriture comme ça trouvée dans les poubelles, des villes dévastées, dans les maisons brûlées, on cherche sa gamelle. Une carcasse de poulet, ça c'est un banquet. On dirait qu'il n'en verra plus jamais, mais il devrait bouger. Ça fait 2 nuits qu'il est fiché dans la boue, avec un éclat d'obus, là, dans le genou, allongé comme un dormeur du Val, vivant tant bien que mal. Sur son barda, il se met à rêver d'amour. Une petite pluie fine et glacée tombe sur son corps endormi. C'est pas qu'il dort, c'est qu'il est mort. Alors je vais créer, pour les besoins de mon analyse, pour simplifier aussi le déroulement de celle-ci, je vais créer comme une sorte de palimpseste. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez raison, qu'est-ce que je raconte? Un palimpseste, c'est quand vous avez en fait différentes couches qui se superposent pour créer comme une sorte de signification. D'accord? Eh bien, ce que je vais faire, moi, c'est prendre le texte, effectivement, de Sanseverino, et par-dessus, coller comme en quelque sorte des bribes de texte d'Arthur Rimbaud, pour qu'on puisse voir les correspondances, au sens presque baudelairien du terme, les correspondances qui s'établissent en fait d'un texte à l'autre. Alors regardez, voici le texte que je vous ai lu, le texte de Sanseverino qui s'intitule Le dormeur du Val vivant. Et donc regardez, en fait, je vais commencer par faire apparaître, voilà, un morceau de texte, si je puis dire, une bribe du texte original, celui de Rimbaud. Vous voyez par exemple ce qu'écrit Sanseverino et ce que chante aussi le parolier. Devinez la plaine endormie du fond de la tranchée. En fait, le mot tranchée ici fait allusion, fait écho au trou de verdure dans le texte d'Arthur Rimbaud. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Voilà. Le soleil le réchauffe et ça lui fait du bien.
D'accord? Cela fait penser en fait au vers d'Arthur Rimbaud, nature berce-le chaudement, il a froid. Vous vous souvenez de ce vers? Je poursuis avec un autre, voilà, une autre correspondance possible sur le mot chanson. Effectivement, le soleil le réchauffe et ça lui fait du bien, mais guère plus de bien qu'une chanson stupide. Maintenant, les chansons, c'est bien loin tout ça. En fait, le mot chanson fait probablement écho donc au verbe chanter qui est utilisé par Arthur Rimbaud dans son texte. Je vous donne la bribe de vers où chante une rivière. Ça va? Je poursuis. Donc, vous voyez qu'en fait, on peut comme cela superposer les éléments du texte original sur le texte donc de Sanseverino. Je poursuis. Alors, on a effectivement aussi le vers une petite pluie fine et glacée. Ce vers-là, peut-être fait-il allusion à la lumière pleut, d'accord, dans le texte d'Arthur Rimbaud. La pluie de lumière ici devient une pluie réelle, fine et glacée, qui peut d'ailleurs, comme elle est extrêmement fine, faire penser aussi à de la lumière comme à des raies de lumière. Je poursuis mon analyse. Autre correspondance possible, évidemment. Depuis 2 jours, il est coincé là, comme ça, avec un éclat d'obus là dans le tibia, d'accord? Alors, une fois, Sanseverino écrit avec un éclat d'obus dans le tibia, une autre fois avec un éclat d'obus dans le genou. Dans les 2 cas de figure, il s'agit de faire écho aux 2 trous rouges dont parle Arthur Rimbaud dans son texte. Ça va? Arthur Rimbaud termine son texte par l'évocation justement de 2 trous rouges, et ce sont ces 2 trous rouges qui nous amènent à penser que le soldat ne dort pas, mais qu'il est mort. Sanseverino est beaucoup plus explicite, d'accord? Regardez, ce n'est pas qu'il dort, c'est qu'il est mort. Le mot mort apparaît directement, d'accord? Sans embâge. Le groupe ici de vers fait penser effectivement au vers d'Arthur Rimbaud, les pieds dans les glaïeuls, il dort, il fait un somme, il dort dans le soleil. On sait qu'Arthur Rimbaud insiste en fait sur le repos de ce soldat, mais il insiste tant qu'on sent bien qu'il y a un malaise. On sent bien effectivement que derrière ce sommeil, en fait, se cache quelque chose de beaucoup plus terrible, quelque chose de beaucoup plus atroce, d'accord? Donc, le verbe dormir dans le texte de Sanseverino reprend bien sûr le verbe dormir dans le texte de Rimbaud, mais comme je vous le dis, Sanseverino est beaucoup plus clair. Alors, vous avez remarqué que lors de la première séance consacrée au texte Le Dormeur du Val, je ne vous ai pas réellement parlé de la forme poétique. J'ai complètement laissé de côté, mais volontairement d'ailleurs, la question des vers, la question du rythme, la question de la prosodie, tout ça, je l'ai balayé d'un revers de main. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas encombrer l'analyse, sachant que notre objectif, c'est effectivement de travailler sur la dénonciation. D'accord? Maintenant, en revanche, je peux, si je le souhaite, donc aborder cette question de la poésie d'un point de vue de la forme. Pourquoi? Parce que comme je compare 2 textes, celui de Rimbaud et celui de Sanseverino, l'occasion est fort belle, d'accord, d'évoquer effectivement la forme. Donc en avant, je vais vous montrer ce qu'il en est. Alors, vous voyez que j'ai placé en fait le texte complet d'Arthur Rimbaud sur la gauche et un fragment de la chanson de Sanseverino sur la droite. Je pense que le fragment est en lui-même, en fait c'est pas un fragment, c'est une strophe. Je pense que cette strophe est en elle-même suffisante déjà pour pouvoir faire une comparaison formelle, d'accord? La comparaison que je vais établir donc se fondera sur 3 points. La strophe, pour commencer, d'accord? L'organisation donc des vers sur une page, la mise en page des vers, la strophe. Deuxième considération, le vers en tant que tel. Et troisième chose, la rime, d'accord? Alors regardez, au niveau des strophes déjà, qu'est-ce qu'on observe ici? Eh bien, si je compte, j'ai 4 vers ici, 4 vers là, 3 ici, 3 là. On appelle en fait quatrains donc des strophes de 4 vers. Nous avons 2 quatrains, d'accord? Je vous relis simplement le premier quatrain si vous voulez. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. D'accord? Et après donc les 2 quatrains, nous avons en fait des strophes de 3 vers. On appelle tercées des strophes de 3 vers. D'accord? Donc 4 vers, 1 quatrain, 3 vers, 1 tercé. Je poursuis donc mes considérations.
Si je regarde attentivement maintenant la strophe du parolier Sanseverino, je me rends compte que l'organisation est radicalement différente. On a un texte beaucoup plus compact, d'accord? Au lieu d'avoir 4 vers, on en a 11. C'est ce que l'on appelle un onzain, d'accord? Le terme de onzain ne s'utilise pas véritablement. Il est surtout lié à la poétique médiévale. C'est surtout au Moyen-Âge que l'on rédige des strophes relativement longues. C'est lié aussi, je le pense, au genre de l'épopée qui est en fait l'ancêtre du roman, et dans les épopées, l'organisation strophique était radicalement différente par rapport à la poésie moderne. Donc nous avons une strophe ici de 11 vers ou onzains, alors que dans le texte d'Arthur Rimbaud, il s'agit de 2 quatrains et 2 tercets. Je vous dirai comment on l'appelle en fait la structure du texte poétique un petit peu plus tard. Voilà donc pour ce qui concerne la strophe. Qu'avons-nous à retenir? On doit savoir ce qu'est un quatrain, un tercet et un onzain. C'est bon? Je poursuis l'analyse. Je pourrais vous parler maintenant du nombre de syllabes dans chaque vers, d'accord? Ce que j'ai regardé, je vais arrêter de dire d'accord, c'est devenu pénible. C'est un tic de langage, je vous prie de m'excuser. Donc je vais regarder le nombre de syllabes qu'il y a dans le vers suivant, un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Si je compte le nombre de syllabes, j'obtiens 12 syllabes, ce que l'on appelle un alexandrin. C'est un vers extrêmement célèbre. Je vais vous en parler tout à l'heure. Regardez, je vais compter avec vous. En avant pour le décompte des syllabes. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. 12 syllabes, je répète. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Vous remarquez que la prononciation du vers n'a rien à voir avec la prononciation ordinaire. Vous aurez de toute façon, dans le cadre de la séance 2, un travail sur la versification qui vous amènera à lire convenablement des vers. En tout cas, on retient qu'on prononce un certain nombre de E à la finale des mots parce qu'ils se rencontrent devant des consonnes. Quoi qu'il en soit, lorsque je compte effectivement les syllabes du vers, je me rends compte que j'ai 12 syllabes, ce qu'on appelle donc un alexandrin. Pourquoi l'appelle-t-on alexandrin? Parce qu'en fait, le roman d'Alexandre, qui est un roman du XIIIe siècle, est le premier roman qui a été donc rédigé en vers de 12 syllabes, qu'on appelle aussi dodécasyllabes. Ça va? Nous avons donc des alexandrins dans le texte d'Arthur Rimbaud, dans tout le texte d'ailleurs. Regardez, si je prends par exemple le vers « Les parfums ne font pas frissonner sa narine », si je compte « Les parfums ne font pas » 6 frissonner sa narine. 6, 2 fois 6, 12. Donc, ce qu'on appelle un alexandrin, aucun problème. En fait, il y a, on le verra plus tard, une césure, effectivement, qui partage l'alexandrin en deux. Et les deux moitiés s'appellent hémistiches, mais bon, on verra plus tard. Passons. Quoi qu'il en soit, donc nous avons je le disais, des alexandrins. Parfait. Si je regarde maintenant le texte donc de la chanson de Sanseverino, j'ai des vers hétérométriques. Que signifie hétérométrique? Ça signifie qu'ils n'ont pas le même nombre de syllabes. Par exemple, si je prends le vers « ça lui fait mal au bide », ça lui fait mal au bide, 6. Et si je prends « comme il en entendait, comme il en sifflotait », qu'est-ce que ça donne? Comme il en entendait, 6, comme il en sifflotait. Autrement dit, nous avons un alexandrin plus un vers de 6 syllabes. Et si je prends par exemple qu'il n'en entendra plus jamais, on se rend compte que on n'a pas le même nombre non plus. Qu'il n'en entendra plus jamais, on a 8 syllabes. Je répète, qu'il n'en entendra plus jamais. Donc c'est l'hétérométrie qui prime dans le texte de Sanseverino et l'homométrie dans le cadre du texte d'Arthur Rimbaud, puisque tous les vers comportent 12 syllabes. Alors j'aimerais passer maintenant à l'analyse des rimes. Voilà, vous avez ici, regardez, un tableau que j'ai créé avec les rimes riches, les rimes suffisantes et les rimes pauvres. De quoi s'agit-il, m'allez-vous dire? Eh bien, on dit qu'une rime est riche lorsqu'il y a plus de 3 ou 3 sons communs à la rime ou plus de 3, d'accord? Donc, je compte
je compte en fait le nombre de sons en partant de la fin, j'enlève le E muet qui ne compte pas, la syllabe muette ne compte pas, d'accord, et je regarde combien de sons communs il y a. La rime suffisante, c'est lorsque j'ai 2 sons en commun. Une rime pauvre, c'est lorsque je n'ai qu'un seul son. Donc on peut travailler sur ce qu'on appelle la richesse des rimes. Je n'ai pas ici représenté la question de la disposition, j'y reviendrai, je ne peux pas tout faire. Alors je vais attraper maintenant des mots. Par exemple, je vais attraper le mot rivière. Alors en avant. Rivière, regardez le mot rivière ici. Avec quoi je vais faire, avec quoi rime le mot rivière? Le mot rivière qui est ici va donc rimer, le mot rivière qui est ici va donc rimer avec fier. Exact. Donc rivière et fier. Parfait. Je regarde ces 2 mots maintenant, je les regarde. Je pars en fait de la fin si vous voulez. On est bien d'accord que le E final ne compte pas. Si le E final ne compte pas, je vais donc le supprimer et je vais regarder attentivement les sons en commun. Donc le E ne compte pas. En revanche, le R se prononce ici et on l'a là, de la même manière. La voyelle ouverte est utilisée ici aussi. Et on a le I, d'accord, le I qui est commun. Donc, si je prends les mots rivière et fier, j'ai donc 3 sons communs. Je suis donc en présence de ce qu'on appelle une rime riche. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'écrire grand 1 la forme poétique strophe, vers et rime en avant. Et comme moi, vous allez donc remplir le tableau qui est en bas, d'accord? Donc, je répète, vous faites correspondre rivière et fier, ce qu'on appelle une rime riche. Attendez, avant de noter, je vais trop vite. Il vous manque quand même le titre. Donc ne notez pas tout de suite grand 1 la forme poétique, strophe, vers et rime, parce que je ne vous ai pas demandé de noter le titre de la séance. Voilà, marquez ce titre-là. Comparaison entre le texte poétique de Rimbaud et une chanson de Sanseverino, Le dormeur du Val vivant. D'accord? Vous marquez bien séance 1 suite, puisque la séance 2, je vous en ai déjà parlé. Donc, je n'ai pas modifié la numérotation. Excusez-moi, je vais trop vite. Donc, vous marquez d'abord séance 1 suite, comparaison entre le texte poétique de Rimbaud et une chanson de Sanseverino, Le dormeur du Val vivant. On est d'accord que si vous manquez de temps, si je vais trop vite, il suffit de faire pause dans l'enregistrement vidéo pour que vous puissiez être à l'heure, si je puis dire, à jour. D'accord? Donc faites pause dans l'enregistrement et notez ce titre. Alors, je poursuis en avant. Donc on revient à ce que l'on disait sur les rimes. Rime riche suffisante, rime pauvre. Vous avez noté le titre, plus grand 1 la forme poétique, strophe, vers et rime. Ce coup-ci, je suis à jour, si je puis dire. D'accord? On continue. Donc, rivière, a-t-on dit, rime avec fier. Voilà. Parfait. On va maintenant prendre une autre rime. Tenez, nous avons le mot haillon. Avec quoi rime le mot haillon dans le texte? Avec, effectivement, rayon. Haillon, rayon. Alors, attention, en poésie, on parle de son, on ne parle pas d'orthographe. On parle de la prononciation, de la réalisation sonore. Ce n'est pas la même chose que l'orthographe, c'est bien clair? Par exemple, regardez, j'entends un seul son nasal, le son on, d'accord? Et vous voyez que on ici est réalisé par les lettres ON. Le S, je le prends avec parce que le S ici est une lettre muette qui signifie le pluriel. Donc on est le premier son qu'on appelle voyelle nasale. Et il y a un autre son ici, un autre son que l'on entend, d'accord? Regardez, haillon, rayon, yeux, le son yeux aussi, 2 L ici, Y là. On a donc haillon, rayon. On a donc 2 sons en commun. C'est ce que l'on appelle une rime comment? Une rime suffisante. Je vais donc placer les mots au bon endroit. Vous faites comme moi, vous faites le tableau et vous recopiez effectivement ce qui concerne les rimes. Voilà. Haillon et rayon, rime suffisante. On poursuit avec le deuxième, comment est-ce qu'on appelle déjà une strophe de 4 vers? Le deuxième, Gabriella, le deuxième quatrain, très bien. Donc on poursuit avec le deuxième quatrain. Nous avons le mot nu ici et le mot nu là.
Alors vous allez me dire quand même, monsieur Rimbaud, il s'est pas trop foulé, il a repris le même mot. Non, erreur, erreur. En fait, il ne s'agit pas du même mot. Le premier mot nu est en fait un adjectif qualificatif. C'est-à-dire que si je dis par exemple une femme nue ou un homme nu, c'est un homme donc qui est, ou une femme effectivement qui est dénudée, c'est-à-dire qui n'a pas de vêtements. Alors que le deuxième mot nu que nous avons dans le texte est un terme littéraire pour désigner le ciel. Autrement dit, les deux mots s'écrivent de la même manière, mais ce sont bien deux mots différents. Ils sont homographes dans la mesure où ils s'écrivent de la même manière, mais dans le dictionnaire, vous allez trouver deux entrées totalement distinctes. C'est bien clair? Donc en fait, c'est plutôt une prouesse poétique, d'accord? C'est plutôt une prouesse poétique, un laxisme de la part d'Arthur Rimbaud, celle d'avoir fait coïncider deux termes homographes. Ça va? Je poursuis. Alors, combien de sons communs entre ces deux termes? Ben, évidemment tous, c'est-à-dire le N, le son N et le son U, la voyelle. Le E ne compte pas à la fin d'un vers, d'accord? Le E ne se prononce pas. Donc nous avons ici une rime suffisante. Voilà. Je mets nu ici et là. On poursuit le travail en avant. Regardons. Je poursuis mon travail sur le deuxième quatrain d'Arthur Rimbaud. J'ai donc l'adjectif qualificatif bleu ici et le verbe pleuvoir ici, pleut. Alors on est bien d'accord, ce sont les sons qui comptent et non pas les lettres. Qu'est-ce que j'entends? Donc bleu, pleut. J'entends le L que je matérialise ici, hein. J'entends le L qu'on appelle une liquide en français, dans le cas de la phonologie, et j'entends la voyelle E ici, qui se matérialise ou bien par deux lettres ou par trois. Dans tous les cas de figure, je n'ai que deux sons communs, c'est donc une rime suffisante. Le P et le B sont, cela dit, des sons relativement proches. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur production se fait exactement au même endroit. C'est la raison pour laquelle, au niveau des lèvres, c'est la raison pour laquelle on les appelle, ces sons-là, des occlusives bilabiales. Mais ça, vous le verrez au lycée, hein, je passe pour l'instant. On met donc l'adjectif bleu et le verbe pleut dans les rimes suffisantes. J'aimerais maintenant qu'on envisage le texte de Sanseverino, donc le dormeur du Val vivant. Alors regardez, le mot barbelé qui termine le texte de Sanseverino rime en fait avec tranché. Barbelé, tranché, lorsque je regarde attentivement, en fait, après le « et » ici j'ai un « L ». Est-ce que ce L, je vais le retrouver dans tranché? Non. J'entendrai le son ch, d'accord, une chuintante dans tranché. Ici, je n'ai pas la chuintante, j'ai une liquide. Autrement dit, il n'y a qu'un seul son commun à la rime. C'est ce qu'on appelle une rime pauvre. Je le place ici, d'accord? Rime pauvre. Il y a une autre rime pauvre dont j'aimerais vous parler. Allez, regardez un petit peu. Cherchez ici une rime pauvre. Vous avez bruit qui va rimer avec quoi d'ailleurs? Bruit ne rime avec rien. Chien rime avec bien. Stupide avec bide. Siffloter rime avec dirait, avec jamais. Cherchez donc une rime pauvre. Par exemple, Alex, est-ce que tu as trouvé une rime pauvre? Oui, siffloter. Tu as parfaitement raison. Siffloter ici va rimer avec quoi? Avec donc dirait, et effectivement c'est une rime pauvre. On va le vérifier tout de suite. Sifflotait, dirait. On a le son est, d'accord, ici la terminaison de l'imparfait est, et avant j'ai la dentale te, sifflotait, alors que là j'ai une liquide dorsovélaire. Ça fait très savant mais c'est pas grave. Je donc dirais le R ici. Autrement dit, il n'y a bien qu'un seul son à la rime, c'est une rime pauvre. Je vais donc placer cette rime, voilà, dans la troisième colonne du tableau. Je vous demande encore une fois donc de reproduire ce tableau-là dans votre classeur de français. C'est bien compris pour tout le monde? Oui. Alors vous vous rendez compte en fait qu'il y a pas mal de rimes pauvres effectivement dans le texte de Sanseverino. Il y a d'autres différences que l'on pourrait noter au niveau de la forme poétique entre
entre le texte de Rimbaud et celui donc du parolier d'aujourd'hui. Regardez, on va parler maintenant de la disposition des rimes. Voyons voir. Alors, je vais utiliser des couleurs différentes pour vous montrer comment ça fonctionne. On a dit donc que le mot rivière rime avec fier. Regardez ici, le mot barbelé rime avec tranché. En fait, les deux rimes sont côte à côte. Ici, elles sont séparées par une autre rime. La preuve, le mot haillon va rimer avec rayon. Donc, en fait, les rimes ici sont croisées. Et pour vous montrer que ce sont bien des rimes croisées, rien de tel qu'un petit dessin, regardez, on voit bien qu'elles se croisent. Dans le cas du texte de Sanseverino, les rimes ne sont pas croisées, elles sont plates ou suivies, et pas toujours, parce que regardez par exemple, si je prends le mot maintenant, si je prends le mot bruit est une rime, en fait une rime orpheline. Pourquoi? Parce qu'en fait bruit ne rime avec rien. En revanche, regardez, chien et bien, on retrouve effectivement ici la rime. Chien va rimer avec bien, et est-ce que ça va continuer pour autant? Non, parce que regardez, ensuite j'ai stupide qui va rimer avec bide. Autrement dit, et siffloter avec dirait. Autrement dit, regardez, on a plusieurs schémas en fait. On peut avoir une rime plate ou suivie, comme c'est le cas ici, barbelé, tranché, d'accord? Ou encore, chien et bien, c'est une rime plate et suivie. Et puis, on peut avoir aussi une rime, donc, une disposition de rime croisée, puisque stupide rime avec bide et siffloter avec dirait. Donc, en fait, vous voyez bien qu'ici, on va retrouver le même schéma que nous avons là, d'accord? C'est clair? Voilà, donc ça c'était pour des considérations concernant la disposition des rimes. Alors regardez maintenant, je voudrais vous faire un commentaire, je voudrais faire une parenthèse sur la structure de ce poème d'Arthur Rimbaud. On a dit que l'on avait deux quatrains que je viens d'encadrer en rose et deux tercets que je viens d'encadrer en noir. Cette structure a un nom, c'est ce que l'on appelle en fait un sonnet, d'accord? Une forme poétique régulière. Alors, parlons du sonnet. Le champion du sonnet dans l'histoire littéraire a pour nom Pétrarque. C'est un poète italien de l'époque médiévale Renaissance, on va dire, plutôt Renaissance, pardon. Donc Pétrarque a écrit une œuvre qui s'intitule Le Chansonnier, El Canzoniere, le chansonnier donc disais-je, et dans cette œuvre-là, Pétrarque glorifie son amour pour l'or dans des sonnets, structure fixe, donc je l'ai dit, deux quatrains, deux tercets et des alexandrins. C'est bien clair? Oui, ça va? Donc Pétrarque est tellement connu qu'il a été mis en musique par notamment Franz Liszt, qui est un pianiste du 19e siècle. Il a été repris par de nombreux poètes. En tout cas, c'est le champion, effectivement, du sonnet. Après lui, il y aura bien sûr des poètes de la Pléiade au XVIe siècle, un peu plus tard, donc des poètes de la Pléiade qui écriront des sonnets, comme par exemple Pierre de Ronsard ou Joachim du Bellay. Je poursuis donc mon travail. Donc, on a envisagé dans un grand 1, je vous le rappelle, donc on est en train de faire la séance 1 bis, qui est une comparaison entre la chanson de Sanseverino et le texte poétique d'Arthur Rimbaud. Dans ce contexte-là, on a fait en grand 1, donc on a travaillé sur la forme poétique. Je vous ai parlé du vers, des strophes, des rimes, et maintenant j'aimerais qu'on s'interroge sur le titre. On passe en fait du dormeur du Val, qui est le texte de Rimbaud, au dormeur du Val vivant. Le dormeur du Val vivant. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, je vais vous demander d'écrire, de sauter une ligne et d'écrire maintenant le titre de la chanson de Sanseverino. D'accord? Le titre de la chanson de Sanseverino, je répète, vous marquez cela sur votre cahier, vous sautez bien une ligne avant pour que ce soit clair. Et donc, regardez, j'ai laissé quelques lignes vides pour écrire ici au centre le dormeur du Val vivant suffisamment gros, d'accord? Vous allez par exemple sauter 4 lignes. Tout autour, en fait, de ce texte-là,
je vais faire une analyse. En fait, l'analyse que je vais proposer maintenant est une analyse grammaticale. J'y reviens. Alors, la première chose qu'il faut noter, d'accord, c'est qu'il s'agit d'un groupe nominal étendu. Vous voyez, le dormeur du val-vivant. Si je prends l'ensemble, donc c'est un groupe nominal étendu. Qu'est-ce que ça veut dire un groupe nominal étendu? Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce groupe, j'ai un déterminant, il s'agira du mot le ici, un déterminant, un nom, il s'agira du nom dormeur, on dit un dormeur, une dormeuse, et une expansion, c'est un groupe qui apporte des précisions sur un nom, du val-vivant apporte des précisions sur le nom dormeur. C'est la raison donc pour laquelle, après avoir noté, donc comme moi, groupe nominal étendu et marqué la définition de groupe nominal étendu, vous allez donc, à l'intérieur de ce groupe, encadrer du val-vivant qui est l'expansion du nom. D'accord? Donc je répète, le est un déterminant, dormeur est un nom, du val-vivant, est l'expansion du nom dormeur. Quelle est la nature grammaticale du groupe du val-vivant? C'est un groupe prépositionnel, car nous avons la préposition du ici, complément du nom dormeur. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait de la grammaire, monsieur? Vous allez voir, on fait de la grammaire au service du sens. L'objectif, c'est effectivement, par le truchement de la grammaire, de comprendre la signification du titre. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément évident. Regardez ici. Si je prends maintenant le mot vivant, tout seul, c'est une expansion du nom, c'est un adjectif qualificatif. Je devrais même dire que c'est un adjectif verbal. C'est quoi un adjectif verbal? C'est un adjectif issu du verbe. Ici, il est issu du verbe vivre. Si je transforme le groupe nominal étendu, si je remplace val par forêt, je devrais obtenir le dormeur de la forêt vivante. D'accord, on entend bien la différence entre le masculin et le féminin. Il s'agit donc bien d'un adjectif, mais comme il est issu du verbe, on l'appelle adjectif verbal. Alors, ce qui est très important de souligner ici, c'est que, en fait, le dormeur du val vivant, ce n'est pas la même chose que le dormeur vivant du val. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'adjectif qualificatif est épithète lié au nom val. C'est le val qui est vivant. C'est le vallon, d'accord? C'est la nature qui est vivante. Ce n'est pas le dormeur d'après le titre. Et ça, c'est très important. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que le chansonnier, a choisi un titre extrêmement subtil. Pourquoi? Si le mot vivant se rapportait au mot dormeur et si le chansonnier avait souhaité que le mot vivant se rapportât au mot dormeur, dans ce cas-là, il suffisait tout simplement de placer l'adjectif vivant derrière le nom dormeur. Je vous le répète, on aurait eu le dormeur vivant du val. D'accord? Le fait de décaler, le fait de placer l'adjectif verbal vivant après le mot val crée en fait une sorte de confusion. Parce que, pourquoi? On sait bien que le val, la nature n'est pas vivante. La seule chose qui puisse être vivante dans ce titre-là, c'est le dormeur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, est-ce que ce dormeur est vivant ou est-ce qu'il ne l'est pas? D'après le titre, qui est-ce qui est vivant? C'est le dormeur ou c'est le val? Donc en fait, on se pose légitimement une question parce que la construction grammaticale du groupe justifie la question. Ça va? C'est clair? Vous allez vraiment dire, mais franchement, monsieur Fiaski, vous allez un peu loin quand même, hein? Vous exagérez. Et non, j'exagère pas. Vous verrez que l'année prochaine, lorsque vous serez en classe de lycée, les professeurs seront encore plus tordus que je ne le suis. Donc ne vous en faites pas. Ce n'est qu'une préparation. Les rhéteurs du Moyen-Âge parleraient de prolégomène, introduction en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Déjà, vous avez bien noté le groupe nominal, vous l'avez noté, vous avez fait comme moi ce schéma, d'accord, avec l'identification des natures et des fonctions grammaticales. Vous voyez qu'en fait ici, la grammaire est au service du sens. Je vous montre que si l'on déconstruit ce groupe-là, on comprend qu'il y a une ambiguïté. Si je vous dis le professeur Barjot du lycée, qui est-ce qui est Barjot? Vous allez me dire, ben oui, c'est le professeur, puisque vous venez de placer l'adjectif qualificatif Barjot, d'accord,
à côté du mot professeur. Et si je dis le professeur du lycée Barjot, qui est-ce qui est Barjot? En bonne logique, c'est aussi le professeur, c'est pas le lycée qui est Barjot. Sauf dans un texte poétique. Pourquoi? Parce que souvenez-vous de ce que je vous ai dit à propos de la nature dans le texte de Rimbaud. Vous vous souvenez pas de la rivière qui chante? Vous vous souvenez pas effectivement de cette personnification de la nature, de cette nature qui est vivante? Et bien alors pourquoi dans ce contexte-là, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que c'est le Val qui est vivant et non pas le dormeur? Vous comprenez? Alors, vous allez à la suite donc de ce schéma sur le groupe nominal étendu, le dormeur du Val vivant, vous allez donc à la ligne pour prendre en note ce que je viens de dire. On va faire une petite remarque. Je dicte donc la remarque. Vous pouvez éventuellement regarder l'écran pour vérifier ce que je vous dis, d'accord, si vous êtes un peu à la bourre. En avant. Sanseverino personnifie le Val, donc je dicte. Sanseverino personnifie le Val. Sanseverino personnifie le Val. Tout en suggérant, Sanseverino personnifie le Val, tout en suggérant un rapprochement. Sanseverino personnifie le Val, tout en suggérant un rapprochement entre dormeur et vivant. Donc je répète, Sanseverino personnifie le Val, tout en suggérant un rapprochement entre dormeur et vivant, en suggérant un rapprochement entre dormeur et vivant dans l'esprit des lecteurs. Dans tous les cas de figure, il y a bien une ambiguïté parce qu'on ne sait pas si c'est le dormeur vivant du Val ou le dormeur du Val vivant. Voilà, il y a l'ambiguïté, elle existe. Donc je répète, Sanseverino personnifie le Val tout en suggérant un rapprochement entre dormeur et vivant dans l'esprit des lecteurs. C'est bon? On continue. Donc, je résume un petit peu le plan de cette séance. On a travaillé en grand 1 sur la forme poétique. Je vous ai parlé de vers, de strophes, de rimes. En grand 2, on a travaillé sur le titre. Oui, le titre bien sûr non pas du texte d'Arthur Rimbaud, mais le titre de la chanson de Sanseverino, d'accord? Le dormeur du Val vivant. Et en grand 3, on va travailler sur le thème de la guerre tel qu'il est exploité dans la chanson. Et plutôt que de parler de la guerre en tant que telle, je vais parler de la cruauté de la guerre. Parce qu'évidemment, s'oppose l'innocence d'Arthur Rimbaud, l'innocence du jeune Rimbaud, à, on va dire, la lucidité du chansonnier du XXIe siècle. Ça va ? Marquez donc grand 3 la cruauté de la guerre et je vais vous relire le texte. En avant. Tout est calme dans les barbelés. Devinez la plaine endormie du fond de la tranchée. Plus de pluie, plus le moindre bruit, presque rien, seul comme un chien. Le soleil le réchauffe et ça lui fait du bien, mais guère plus de bien qu'une chanson stupide, comme il en entendait, comme il en sifflotait. Ça lui fait mal au bide. Maintenant les chansons, c'est bien loin tout ça. On dirait qu'il n'en entendra plus jamais. Mais il devrait bouger un peu. Depuis 2 jours, il est coincé là, comme ça, avec un éclat d'obus là dans le tibia, allongé comme un dormeur du Val, vivant tant bien que mal. Sur son barda, il se met à rêver d'amour. Dans sa musette, quelques quignons, on est bien loin de chez Fauchon. Il mange des os à moelle, des rutabagas, de la nourriture comme ça, trouvée dans les poubelles. Des villes dévastées, dans les maisons brûlées, on cherche sa gamelle. Une carcasse de poulet, ça c'est un banquet. On dirait qu'il n'en verra plus jamais. Mais il devrait bouger. Ça fait 2 nuits qu'il est fiché dans la boue, avec un éclat d'obus là dans le genou, allongé comme un dormeur du Val, vivant tant bien que mal. Sur son barda, il se met à rêver d'amour. Une petite pluie fine et glacée tombe sur son corps endormi. Ce n'est pas qu'il dort, c'est qu'il est mort. Alors regardez, par rapport à ce texte, on pourrait effectivement encadrer des éléments qui se rapportent à la guerre. Vous voyez, hein, je vous les montre ici. Et en fait, je ne vais pas simplement me contenter de vous les montrer, ces éléments-là, ni de vous les lire. Je vais les déplacer. On va distinguer en fait des éléments du texte qui sont relatifs à la guerre en général et d'autres qui sont relatifs à la souffrance du soldat. Alors en avant, par exemple,
Si je prends le groupe ici, les barbelés. Les barbelés, donc, fera référence à quoi? Les barbelés feront référence à la guerre en général. Très juste. Je vais mettre les barbelés ici. Donc, vous marquez bien, après avoir noté grand 3, la cruauté de la guerre, vous marquez grand A, élément du texte relatif à la guerre en général. Donc, on a les barbelés. Est-ce que je prends maintenant là, je vais suivre en fait, si vous voulez, l'ordre des vers de la chanson. J'ai l'expression « seul comme un chien ». Qu'est-ce que je fais de cette expression-là, « seul comme un chien » Est-ce qu'elle désigne la guerre en général? Non. En fait, la solitude est relative, c'est un sentiment. Elle est donc relative, cette solitude, à la souffrance du soldat. C'est une solitude morale très grande. Je vous donne d'ailleurs un synonyme littéraire, ce qu'on appelle la déréliction. D'accord? Donc, seul comme un chien se rapporte à la solitude du soldat, se rapporte à la souffrance du soldat. Seul comme un chien. Je poursuis. Ah, j'ai oublié ici le groupe La Tranchée. La Tranchée, qu'est-ce que je vais faire de ce groupe, par exemple, Joseph? Tiens, dis-moi, Joseph, qu'est-ce que tu ferais de La Tranchée? Effectivement, La Tranchée, cela désigne la guerre en général. Alors, tu vas me dire, parce que tu es un élève intelligent, tu vas me dire effectivement que La Tranchée, ça pourrait presque désigner de manière spécifique la Première Guerre mondiale qu'on appelle la guerre des tranchées. Souvenez-vous, la guerre de position, la guerre des tranchées, tout ce que vous avez vu en cours d'histoire. Eh bien, effectivement, Joseph, tu as raison. On poursuit. Donc, on a deux éléments relatifs à la guerre en général et un élément relatif à la souffrance du soldat. Ça lui fait mal au bide. Qu'est-ce que je vais faire de ce groupe-là? Ça lui fait mal au bide. Vous avez bien compris que ce groupe-là ne concerne pas la guerre. Parce qu'on pourrait très bien avoir mal au ventre sans pour autant être un soldat. Il s'agit ici de la souffrance physique. Effectivement du soldat. Je vais donc placer « ça lui fait mal au bide » à la suite de « seul comme un chien ». Oui, on poursuit avec « il n'en entendra plus jamais ». Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de « il n'en entendra plus jamais ». Alors pour l'instant, je ne sais pas. Je vais essayer de me mettre à la place du professeur de français que je suis. Oui, je suis un peu bipolaire, je me parle à moi-même. Donc, je vais laisser ce groupe-là de côté pour l'instant parce que ce n'est pas évident. En revanche, si je prends un éclat d'obus, c'est très clair. L'éclat d'obus désigne effectivement donc l'arme, le projectile ici. On est dans les éléments du texte relatifs à la guerre en général. Je vais demander par exemple à Gala donc de me donner d'autres éléments relatifs à la guerre en général. Allez, je t'écoute, c'est pour aller plus vite. Donc, tu as raison, les villes dévastées, très juste. Quoi d'autre? Les maisons brûlées, donc vous notez tout cela bien évidemment à la suite. Hein. Les barbelés, la tranchée, un éclat d'obus, les maisons brûlées, les villes dévastées. De la nourriture comme ça, trouvée dans les poubelles, fait aussi partie des éléments constitutifs, donc des éléments relatifs à la guerre en général. Pourquoi? Parce que la guerre est assortie de la famine. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais monsieur, on pourrait très bien mettre ce groupe aussi dans la souffrance physique du soldat. Pourquoi? Parce que la faim provoque effectivement une souffrance physique. D'ailleurs, le fait d'avoir mal au bide signifie aussi la faim. Donc j'accepterai que vous mettiez ce groupe nominal étendu, ce groupe prépositionnel étendu, ou bien là, comme vous le souhaitez, d'accord? On poursuit donc la boue ici, il est fiché dans la boue. Cet élément-là, celui de la boue, se rapporte parfaitement à la guerre et plus exactement à la Première Guerre mondiale. Souvenez-vous, le front, effectivement, de l'Est, les pluies incessantes, la boue qui colle. On a vu plusieurs textes, effectivement, qui concernent les conditions d'hygiène des poilus. Donc, la boue se rapporte à la guerre. Et finalement, regardez, je me corrige, je pense que la nourriture, la famine, on va plutôt mettre la famine dans le grand A, élément du texte relatif à la guerre en général. Pourquoi? Parce que, effectivement, le fait de manquer de nourriture signifie la faim, signifie la souffrance, mais dans le groupe ici qui est encadré, la souffrance n'apparaît pas. D'accord? Il faut la reconstituer en quelque sorte. Ça va? Alors, je poursuis. J'ai laissé de côté deux expressions donc dans la chanson. J'ai laissé « il n'en verra plus jamais ».
il n'en entendra plus jamais. Alors, évidemment, ceci ne concerne pas les éléments du texte relatif à la guerre. En revanche, il s'agit bien ici d'exprimer une sorte de souffrance. Quelle est cette souffrance? C'est la souffrance qui est engendrée par le sentiment de la finitude. Effectivement, le soldat est en train de mourir, il est en train d'agoniser, d'accord? Donc, c'est la fin et il a conscience de cette fin. C'est la raison pour laquelle ici, nous avons l'adverbe jamais qui se répète. Il n'en verra plus jamais, il n'entendra plus jamais. Autrement dit, on doit placer ces deux éléments-là, donc, dans le grand B, élément du texte relatif à la souffrance du soldat. Voilà, le grand B, élément du texte relatif à la souffrance du soldat que je souligne. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, et donc il n'en verra plus jamais, vous faites la même chose, vous le déplacez dans le grand B. Voilà, je poursuis. Alors ce travail que nous sommes en train d'entreprendre sur le thème de la guerre m'amène évidemment à jeter des ponts, d'accord, à en quelque sorte établir des liens avec les séquences précédentes que nous avons faites du temps où le confinement n'existait pas et où le bonheur était possible. Voilà, je plaisante. Quoi qu'il en soit, on a travaillé, souvenez-vous, dans le cadre de la séquence 2, on a travaillé sur des récits consacrés à la Première Guerre mondiale. Et donc, si vous regardez sur votre droite, j'ai en fait une carte postale qui représente un écrivain, Henri Barbusse, d'accord, on vous donne ses dates de naissance et ses dates de mort. Henri Barbusse a écrit un ouvrage, Le Feu, donc la couverture que vous voyez représentée est en fait une très vieille couverture puisque les francs n'existent plus. Vous voyez par exemple que le volume coûte 2 francs et c'est même pas les francs, ce sont les anciens francs, c'est pas les francs nouveaux que j'ai connus moi parce que j'ai déjà 45 ans. Enfin bref, ce sont des anciens francs. Donc en fait, voilà, ce que je veux vous dire ici, c'est que on a travaillé précisément sur un texte d'Henri Barbusse qui s'appelle C'est la tranchée, dans lequel il y a un personnage du nom de Paradis qui s'extirpe de la terre, qui s'extirpe de la tranchée. Et on retrouve dans ce texte exactement les éléments de la chanson, la souffrance, la boue est évoquée. C'est un texte aussi qui a une tonalité poétique, comme effectivement c'est le cas dans la chanson que nous sommes en train d'analyser, d'accord? Et dans ce texte-là, dans le texte d'Henri Barbusse appelé Le Feu, et plus exactement le texte qui s'intitule La tranchée, l'auteur Henri Barbusse délègue la parole au personnage et donc reproduit autant que faire se peut le langage vert de ces poilus, d'accord? Le langage de ces poilus, on va dire le langage très familier qu'utilisent les poilus. On retrouve ce langage très familier dans la chanson de Sanseverino. Regardez par exemple quand Sanseverino dit « ça lui fait mal au bide », le mot « bide » est familier, et l'utilisation du pronom démonstratif « ça », vous le savez, est familière aussi. À un moment donné, Sanseverino aussi écrit « ça fait de nuit qu'il est fiché dans la boue », fiché pour mettre dans la boue, qu'il est en fait, on va dire, englué. Voilà, le mot englué serait le mot adéquat. Ce n'est pas ce mot-là qu'a choisi Sanseverino, il a choisi le mot fiché qui est plus familier parce qu'il traduit sans doute aussi le langage qu'utilisaient ces soldats. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors je poursuis. Eh bien voilà, je poursuis en fait en vous disant que c'est la fin. C'est une autre manière de poursuivre. Ce que je voulais vous dire, c'est que normalement, on se voit tout à l'heure pour une visioconférence. Parce qu'en fait, vous savez que je réalise des vidéos de cours et qu'à côté de ces vidéos, je fais de la visioconférence avec vous pour faire le bilan, en quelque sorte, pour que vous puissiez me poser des questions sur ces différentes vidéos que je réalise. Donc vous n'hésitez pas bien évidemment à me poser toutes les questions que vous jugerez opportunes. En attendant, je vous dis bonne journée, sans doute à tout à l'heure. Au revoir.